Les Aztèques, peuple guerrier et impitoyable, s'emparèrent du centre du Mexique. 1521, bouleversement total. Le conquistador espagnol Cortés anéantit l'empire aztèque. L'époque coloniale commence, le pays étant réduit par l'avancée américaine. Cette période durera 300 ans exactement, formant une société composite de créoles, d'Indiens, de métis. 1821, guerre d'indépendance. Créoles, Indiens et métis doivent s'unir coûte que coûte s'ils veulent durer. L'entente se fait pour créer une république, ce qui est facile. Mais fonder une nation est beaucoup plus complexe. Une nation, c'est-à-dire une âme commune, une identité propre. Et cette identité, la Vierge de la Guadeloupe l'a donnée au pays. Nul n'est mexicain s'il ne la reconnaît. Métro de Mexico. Des stations décorées. Cette fresque représente la pérégrination des tribus aztèques. Victorino Abundis Chavarria, 37 ans. Il est conducteur de locomotive au chemin de fer mexicain. Il est important pour nous, Victorino, car c'est lui qui bientôt va nous emmener en voyage. Il est marié, il a 4 enfants. Présence de la mort, cela nous étonne. Elle s'étale sans pudeur et sans crainte. Personne même n'y prête attention. C'est que la mort est familière aux Mexicains. Et ceci remonte à la nuit des temps. « 2 novembre, jour des morts, jour de deuil dans le monde. Au Mexique, jour de joie, prétexte à cadeaux. À commencer par les calaveras, des têtes de mort en sucre. On se les offre. Le plus souvent, le nom de l'ami, de la fiancée ou de l'amant est inscrit à la crème sur le crâne. Il faut remonter aux Aztèques pour comprendre la signification de cette fête surprenante. Ils adoraient les fleurs et pensaient que les âmes des disparus pouvaient apporter aux vivants succès et échec. Le culte des défunts du catholicisme coïncida parfaitement avec cette croyance païenne. Dans l'esprit de l'Indien, tout se confondit. Cela dure encore aujourd'hui. Achète-t-on des fleurs pour s'attirer les bienfaits des âmes errantes ou simplement pour honorer chrétiennement les morts? Qui pourrait le dire? Les deux. Probablement. En tout cas, les présentoirs que l'on installe dans chaque foyer sont nettement d'inspiration aztèque. Les âmes des morts viennent s'y nourrir, y boire, y retrouver des objets familiers, voire des parents, des amis. En flattant le défunt, on veut s'en faire un protecteur dans l'au-delà. L'humour macabre a donné naissance à tout un art de la caricature où le papier découpé tient une grande place. Un art qui prend pour cible les politiciens et la bourgeoisie étriquée.
On décore les kiosques à musique. Il y en a encore dans toutes les petites villes. L'Orphéon municipal va jouer ce soir. La mort préside à tout. Chaque orchestre ambulant a son squelette fétiche. La fête a un côté démystificateur. La mort n'est pas si effrayante puisqu'on peut la croquer à pleines dents. La fête a aussi un côté dérision. Tout le monde est squelette, alors ne nous prenons pas trop au sérieux, dansons. Se moquer de la mort, n'est-ce pas se défaire un peu de l'angoisse de mourir ? « 5 heures du matin, gare centrale de Mexico. Nous partons pour un très long voyage à l'autre bout du pays. Nous allons rouler 1200 km jusqu'au Yucatan. Là-bas s'est épanouie et a disparu la civilisation maya. Il nous faudra oublier nos façons de penser. Nous serons ailleurs, à des années-lumière de nos mentalités. La fête des morts nous y a préparés. Victorino Abundis, que nous avons déjà rencontré dans le métro, conduit le train. Vigilance. De nombreux passages à niveau n'ont pas de garde-barrière. Victorino conduit au maximum 439 km d'affilée et au minimum 160. Après 400 km, il a droit à un jour de repos. Ces grandes vacances obéissent à un calcul compliqué où jouent en parallèle kilomètres parcourus et heures de conduite. En moyenne, 15 jours tous les 8 mois. Vitesse de pointe, 90 km à l'heure. En moyenne, 60.
beaucoup d'enfants. Le pays connaît une natalité galopante, un nouveau-né toutes les 8 secondes, 1,5 million de Mexicains de plus par an. Vente ambulante. Il s'agit de nourriture indienne, piment, avocat, viande enroulée dans une tortilla, la galette de maïs. Les grains de maïs macérés dans de l'eau de chaux sont broyés. En effet, le maïs n'est pas directement panifiable. Le calcaire est le liant, ce qui sauve les petits Mexicains du rachitisme en leur apportant le calcium indispensable à leur croissance. Puis on roule la pâte en galette. Les galettes sont rapidement cuites sur une plaque brûlante. Le train nous a déposés à Mérida, capitale du Yucatan. Ces descendantes de Mayas sont vêtues du huipil, la longue camisole brodée de fleurs, la même que portaient leurs ancêtres avant les conquistadors. Mâchoire forte, nez busqué, physionomie rude. Là aussi, rien de changé depuis la nuit des temps. Le voici, l'âge fabuleux. Chichén Itzá fut une puissante cité-État maya. La pyramide en était le centre, et le petit temple au sommet, l'autel. On y arrachait le cœur des guerriers vaincus pour en arroser les idoles. Nous touchons là à la croyance la plus macabre du monde préhispanique. Les dieux avaient besoin du sang des hommes pour exercer leur puissance. Privés de sang, ils s'affaiblissaient et punissaient les hommes. Guerre perdue, sécheresse, épidémie. Le tchakmol. On croit que les prêtres déposaient les cœurs palpitants sur le ventre de cette idole au regard courroucé. Puis on les pressait sur les statues des dieux. Un jeu de pelote servait aussi de rituel. 2 équipes, règles compliquées. On n'avait le droit d'utiliser que les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, pour faire passer la balle dans les anneaux. Pas les mains, pas les pieds. Avec ces difficultés, on imagine qu'il y avait rarement de but marqué. Peu importait au fond, car tout était symbolique dans cette civilisation baignée de religiosité. Chaque jeu se terminait par un sacrifice humain. C'était là l'important. L'un des joueurs était décapité. Était-ce le vainqueur ou le vaincu? Le sacrifié n'est pas une victime. En donnant son sang, il s'intègre à la dynamique cosmique. Il s'offre en holocauste pour que le soleil continue sa marche dans le ciel, pour le renouvellement des années, pour la pluie, pour la germination. Sur cette banquette de pierre, le Tzompantli, on enfilait les crânes sur des piquets, des milliers. La cité était fière de ces massacres. Cette superstition lugubre nous révolte. Mais pour les Indiens précolombiens, c'était servir l'équilibre de l'univers. Le Yucatan n'a pas de rivière. Les cités-États, telles Chichén Itzá, ont été construites autour de ces effondrements calcaires qui découvrent la nappe souterraine. Au fond, on a trouvé des squelettes de femmes et d'enfants sacrifiés aux dieux. En effigie, le très important dieu de la pluie, Tlaloc, qui au Yucatan avait un nez en forme de trompe.
Observatoire circulaire pour épier le ciel de tous côtés. Les Mayas étaient des astronomes de génie. Ils avaient 3 calendriers, solaire, lunaire et le 3e attaché à la planète Vénus. Autre lieu, autre dieu. Nous sommes à Teotihuacan. Quetzalcoatl, le serpent à plumes. En dépit de son aspect inquiétant, il est à l'opposé des sacrifices humains. C'est le dieu de la civilisation. Sa forme est une synthèse. Serpent, il est au plus près de la matière. Couvert de plumes comme un oiseau, il est symbole d'élévation, de spiritualité. À côté du serpent à plumes, Tlaloc, le dieu de la pluie qui ici n'a pas de trompe à la place de nez. Les Indiens les avaient conçus resplendissants de couleurs vives. Toutes les pyramides, les temples, les bas-reliefs, les statues étaient peints. Les enceintes sacrées étaient des arcs-en-ciel. Couleurs partout. Il faut imaginer ces escaliers, ces plateformes, le flanc des pyramides, couverts les jours de fête de guerriers emplumés, aux armes scintillantes d'obsidienne, la foule des pèlerins agitant des fleurs, extasiés par les rites des prêtres ou maquillages excessifs, enveloppés de musique, conques marines, sifflets, crécelles, tambours, flûtes. Le bas-relief d'une procession de guerriers aidera peut-être notre imagination. La volute qui sort de sa bouche signifie qu'il parle. Que dit-il? Hélas, on ne le saura jamais. La pyramide du Soleil est la plus gigantesque des Amériques, mais à son sommet, pas de sacrifices humains. Ils étaient impensables dans la ville sacrée du serpent à plumes, la divinité civilisatrice. Nous sommes maintenant au centre de Mexico. Ici aussi, il y avait une pyramide, mais elle servit de carrière de pierre pour construire la cathédrale. Les dieux païens disparaissent, le dieu des chrétiens s'impose. À côté de la cathédrale, le palais national, les bureaux du président de la République. Sur le parvis, nostalgie de l'Empire aztèque. Les dieux païens sont-ils vraiment morts? Los versos del caracol los cantaremos de frente para que no nos engañen con el nuevo presidente. Estamos acostumbrados por nuestro temperamento a ver a los gobernantes siempre con lente de aumento. Ya se acabó el zapatismo. Paseo de la Reforma, les Champs-Élysées de la capitale. Cuauhtémoc fut le dernier empereur aztèque, symbole du courage indien. Il mourut sous les tortures des conquérants afin qu'il révélât la cachette de ses trésors. Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique. Aucune statue de conquistador ou de vice-roi espagnol. Le Mexique actuel fait l'impasse sur la période coloniale. 21 millions d'habitants sur les 80 que compte le pays. La ville la plus peuplée du monde, et de loin, et qui augmente sans cesse, et la plus polluée. En hiver, quand le vent est inexistant, dans certains quartiers, on interdit aux enfants de sortir pendant des jours à cause de l'air vicié.
l'avant-garde architecturale, à côté de l'Ange de la Liberté, réplique de notre génie de la Bastille. Cette partie de Mexico a été dessinée avec Paris pour modèle. Le Palais des Beaux-Arts, en marbre de Carrare. En 1900, le Mexique était fasciné par l'Europe. Dimanche, tout s'arrête. Mais l'habitant de Mexico s'interroge. Où aller dans cette ville surpeuplée? Le parc de Chapultepec est un bois de Boulogne en plus populaire. Au temps des Aztèques, Chapultepec, qui signifie la colline de la sauterelle, était une résidence campagnarde des empereurs. Ce fut aussi celle des vice-rois espagnols. Des maquillages d'enfants qui ne sont pas très éloignés de ceux des guerriers aztèques. Le soir tombant nous amène à la place Garibaldi, un des hauts lieux de la mexicanité. C'est une foire aux musiciens. Ici se louent les mariachis, groupe folklorique spécialiste des banquets, des mariages, des aubades amoureuses. Sur le bord de l'avenue, on attend le client. Mariachi, c'est la déformation d'un mot français. Lorsque les soldats de Napoléon III occupaient le Mexique, ils criaient « mariage, mariage » lorsqu'ils voyaient ces musiciens déambuler dans les rues. De mariage, les Mexicains ont fait mariachi. Les bottes impeccables, le pantalon orné de boutons d'argent, la veste boléro, c'est le costume des grands propriétaires de bétail des XVIIe et XVIIIe siècles. Déformé, rendu plus pratique, cela deviendra celui des cow-boys légendaires des États-Unis. La nuit tombe et tout se concentre maintenant sur la place. Viennent les enchantés de musique qui, pour quelques sous, se feront jouer sérénades et aubades. Inolvidable como las calles, es que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Guadalajara.
Victorino, notre conducteur de locomotive, habite à 20 km du centre. Il a 4 enfants. Andrea, 4 ans, est la plus jeune. Sylvia, sa femme, attend un bébé. C'est l'heure du petit déjeuner. Il a 37 ans. Il prendra sa retraite à 60 ans et économise déjà pour acheter une épicerie. La petite ne veut pas manger sans l'aide de son père. Chaque matin, c'est la même fantaisie, ce qui pose problème lorsque Victorino est en voyage. L'immeuble est sous la protection de la Vierge de la Guadeloupe, toujours elle. Pratiquement pas de logement mexicain sans son image. L'ensemble appartient au chemin de fer. C'est un loyer-vente. Dans 7 ans, il sera définitivement propriétaire. C'est un nouveau train, plus luxueux, le service Estrella. Le contrôle des billets se fait dès l'accès à bord. Place louée. Personne ne voyagera debout. Une voie en cours d'électrification. Direction le nord-ouest. C'est Victorino qui nous conduit. Les chemins de fer mexicains n'essaient pas de lutter contre la concurrence des autocars et des avions. Longtemps dédaignés des finances publiques, ils ont pris trop de retard. Leur effort se porte sur le confort et les services. Le billet de chemin de fer comprend petit déjeuner, déjeuner et dîner. Plat préparé selon l'ancienne formule. Rien n'a été congelé. On peut aussi se faire servir à sa place. La vitesse moyenne dépasse à peine celle des trains ordinaires. 75 km/h au lieu de 60. On commence à peine l'électrification, mais il n'y a plus de machine à vapeur. C'est la suprématie du diesel électrique. À 450 km de Mexico, la ville de San Miguel Allende. Nous descendons. Fondé 20 ans après la conquête, c'est un des hauts lieux de l'art colonial. Étrange époque, qui va du XVIe siècle au XIXe. L'Espagne s'enfonçait dans la décadence. Le Mexique éclatait de prospérité. Clé de voûte du système, l'Église. Pendant 100 ans, entre les XVIIe et XVIIIe siècles, on consacrera une chapelle, une église ou un couvent par semaine. Un record mondial.
Aujourd'hui, San Miguel Allende s'est assoupi. Ils sont venus de la campagne, tôt le matin, et ils se retrouvent dans le jardin public, face à l'église paroissiale. C'est le point stratégique de toutes les villes, de tous les villages mexicains. C'est là où il faut s'installer et se laisser séduire par le spectacle. Derrière ces portes ouvragées, des trésors, tel le patio de cet ancien couvent construit au XVIIIe siècle pour les jeunes filles et les veuves de l'aristocratie. L'église San Francisco, portail baroque et clocher néoclassique, fin 18e. C'est le goût du joli, du beau, de l'esthétisme gratuit. Il n'en fut pas toujours ainsi, comme le montre le superbe monastère d'Acolman, non loin de Mexico, une des premières églises construites. Devant la façade, un atrium. Les Indiens nouveau convertis s'y rassemblaient, car ils avaient peur d'entrer dans les bâtiments de pierre. En effet, les cultes païens avaient lieu en plein air. Ils craignaient que les voûtes leur tombent sur la tête. Aussi, la messe était dite dans cette chapelle ouverte. Cette grandeur dans la simplicité convenait aux ordres mendiants, franciscains, dominicains, augustins, premier évangélisateur du Mexique. L'Église devait être une prédication silencieuse, une approche très humble des fidèles vers Dieu. À Taxco, c'est tout le contraire. L'Église domine, elle s'impose, elle maîtrise la ville par l'apparat ostentatoire, le luxe. Le baroque flamboyant du XVIIIe siècle explose. Et on se demande même s'il s'agit d'architecture, si ce n'est pas uniquement de la sculpture. Celui qui fit construire ce chef-d'œuvre fut un propriétaire de mines d'argent, José de la Borda, un aventurier français, pense-t-on, né en Gascogne. L'argent est toujours la richesse de la ville. On l'exploite encore aujourd'hui. Une ville jeune, comme l'est tout le Mexique. 48% de la population a moins de 18 ans. Rue déserte. Un voisin est mort. Comme dans un village, tout le monde suit son enterrement.
Autre ville coloniale, Mérida, au Yucatan. Même simplicité de la cathédrale, austère même. Juste après la conquête, quand on redoutait des révoltes mayas, les églises avaient des allures de forteresse. Le jardin public, devant l'édifice religieux, comme partout. La spécialité du Yucatan, c'est le hamac. C'est même ici qu'on l'a inventé. Les anciens ne se déplaçaient jamais sans leur hamac. Dans le peuple, c'est vrai encore aujourd'hui. Maison du conquistador de Montejo. Villa des industriels enrichis du XIXe siècle. Nous allons repartir. Vendeuse de tacos, d'enchiladas, selon que la galette de maïs est fourrée de bœuf ou de porc. Jus de fruits, servi dans des sacs de plastique. Sí, ahí en Avenida Zapata. Después en una camioneta de adelante. Nous remontons vers le nord, aux limites du Mexique, non loin de la frontière des États-Unis. Chihuahua al Pacifico, de la ville de Chihuahua à l'océan Pacifique, 690 km. Nous allons traverser les plissements désertiques de la Sierra Madre. Mais le paysage change. Plaine immense, poussiéreuse et herbeuse, à peine coupée de collines.
Nous arrivons à Krill. Nous sommes déjà dans la Sierra Madre. Krill. Est-ce une ville? Non. Un village? À peine. Krill, c'est avant tout une gare. Plus exactement, un arrêt du train. Indienne Tarahumara, un peuple secret que la civilisation a tout juste effleuré. Toute vie s'agglutine autour des rails, désœuvrement, magnétisme du temps suspendu. On les croirait en attente. Mais en attente de quoi? C'est l'ambiance incertaine et pesante des villes frontières de l'Ouest américain. Il ne s'est rien passé, cette fois-ci. Ce sera pour le prochain train, peut-être. Maintenant, et pendant longtemps, nous ne rencontrerons plus âmes qui vivent. La construction de la ligne commença en 1897 pour se terminer en 1961. Faillite en série de compagnies privées et la longue et sanglante révolution mexicaine. Enfin, l'État stabilisé prit les choses en main. 64 ans de suspense. La Barranca del Cobre, un canyon 4 fois plus grand que celui du Colorado. On pique de 3200 mètres d'altitude à moins 60. « 88 tunnels, 222 ponts. Le plus grand pont fait 95 mètres de haut. Il est en bois. On vient seulement de le consolider. On roule à 5 à l'heure.
Et puis, c'est l'océan Pacifique. Oui, il y a l'odeur des vagues, le balancement du bateau. Mais est-on bien arrivé? Mais n'est-on pas déjà reparti? Le voyage fait tourner la tête. Il brise le temps, bouleverse l'espace. Nul n'est voyageur s'il n'est gouverné par le désir impérieux d'aller toujours plus loin, de posséder totalement. Les rails tentent la cohésion de l'univers. Arrivera-t-on jamais? Espérons que non.